Au cœur palpitant de Londres, une nuit de novembre 1991, les lumières d'un studio d'enregistrement s'éteignaient pour la dernière fois pour un homme qui avait transformé chaque concert en cérémonie épique. Freddie Mercury, né Farrokh Bulsara, le chaman du rock qui avait hypnotisé des stades entiers en levant simplement son poing en l'air, se trouvait face au miroir de sa chambre, contemplant un visage que le monde n'avait jamais vraiment vu. Derrière ses lunettes d'aviateur dorées, derrière le sourire éblouissant et les mouvements félins qui avaient redéfini le spectacle musical, se cachait un secret qui rongeait son âme, la certitude d'une mort annoncée que personne ne pouvait arrêter. Freddie avait construit le mythe le plus brillant du rock, mais avait payé le prix le plus élevé pour le maintenir intact jusqu'à la fin. Qui était vraiment l'homme qui se transformait en dieu païen chaque fois qu'il montait sur scène? Que dissimulait ce masque d'arrogance et d'extravagance qui en fit une légende? Pendant des décennies, Freddie Mercury réussit l'impossible, être la star la plus exposée de la planète, tout en maintenant sa véritable identité dans les ombres les plus profondes. Aujourd'hui, nous découvrirons le Freddie que nous n'avons jamais connu, l'homme qui lutta désespérément contre sa propre vulnérabilité, tout en conquérant le monde avec sa voix. Car la vraie histoire de Freddie Mercury n'est pas seulement celle d'un artiste exceptionnel, mais celle d'un être humain qui transforma sa douleur la plus intime en la musique la plus puissante de l'histoire du rock, sacrifiant son authenticité personnelle sur l'autel d'une perfection artistique qui l'immortalisa, mais qui aussi le détruisit. Pour comprendre la complexité du phénomène Freddie Mercury, nous devons nous situer dans le contexte explosif des années 70, une décennie qui redéfinit à jamais les codes du divertissement musical, et où le rock devint la religion de toute une génération qui cherchait désespérément de nouvelles formes d'expression et de liberté. Le Londres du début des années 70 était un creuset culturel, où confluaient les influences musicales du monde entier. La génération d'après-guerre avait grandi et exigeait un art qui reflète ses aspirations, ses frustrations et son désir de rompre avec les conventions de ses parents. Le rock progressif fleurissait dans les clubs souterrains, tandis que le glam rock émergeait comme une réponse théâtrale et androgyne à la masculinité traditionnelle du blues rock. Dans cette ambiance effervescente apparaît Farrokh Bulsara, un jeune immigrant parsi né à Zanzibar, éduqué dans des internats britanniques en Inde, qui était arrivé à Londres en fuyant les révolutions africaines avec sa famille. Son origine multiculturelle en faisait un outsider parfait, pour une époque qui célébrait la différence, mais le condamnait aussi à une quête perpétuelle d'identité qui marquerait toute son existence. La rencontre fortuite avec Brian May et Roger Taylor en 1970 ne fut pas un hasard. Ce fut le destin, se manifestant sous forme de chimie musicale pure. Ces trois hommes, rejoints ensuite par John Deacon, partageaient une vision révolutionnaire. Créer une musique qui transcende les genres, qui soit simultanément pop et symphonique, accessible et sophistiquée, commerciale et artistique. La transformation de Farrokh en Freddie Mercury fut bien plus qu'un changement de nom. Ce fut une métamorphose complète de personnalité. Le jeune timide et peu sûr de lui qui avait souffert de harcèlement à cause de sa dentition proéminente se réinventa comme un personnage omnipotent, créant un masque si convaincant que lui-même finit par le confondre avec sa véritable identité. L'Angleterre des années 70 vivait une crise d'identité similaire à celle de Freddie. L'Empire s'effondrait, l'économie vacillait et la société cherchait de nouveaux symboles de grandeur. Queen apparut au moment exact pour satisfaire ce besoin. Ils offraient un spectacle grandiose, des hymnes épiques qui restauraient la fierté nationale et un frontman qui incarnait à la fois la décadence aristocratique et la rébellion juvénile. L'industrie musicale de l'époque récompensait l'authenticité émotionnelle, mais exigeait aussi des personnalités magnétiques capables de remplir des stades. Freddie pressentait parfaitement ce paradoxe. Pour toucher les cœurs les plus profonds, il devait projeter une image d'invulnérabilité absolue. Cette contradiction deviendrait le moteur de sa créativité, mais aussi la source de son tourment personnel. Le contexte social était également complexe. L'homosexualité avait été dépénalisée en Angleterre en 1967, mais l'acceptation sociale était loin d'être réelle. Les artistes gays devaient naviguer prudemment entre expression personnelle et survie commerciale, développant des codes subtils qui permettaient aux initiés de se reconnaître sans s'exposer publiquement. Freddie comprit instinctivement que sa sexualité pouvait être à la fois une arme artistique et une vulnérabilité commerciale. L'ambiguïté sexuelle devint partie intégrante de son personnage scénique. Suffisamment explicite pour fasciner, suffisamment ambigu pour ne pas aliéner le public mainstream. La formation musicale classique des membres de Queen les différenciait radicalement de leurs contemporains. Alors que d'autres groupes exploraient tant la simplicité punk ou la psychédélie, Queen développait des compositions d'une complexité symphonique, qui nécessitait un virtuosisme technique exceptionnel. Cette sophistication musicale fournissait à Freddie la toile parfaite pour déployer sa théâtralité naturelle,
Le public de l'époque cherchait l'évasion, mais aussi l'authenticité émotionnelle. Freddie réussit à offrir les deux simultanément. Ses performances étaient des spectacles de pure fantaisie, mais ses chansons touchaient des nerfs émotionnels si profonds que les audiences s'y reconnaissaient, malgré leur grandiloquence apparente. La culture de la célébrité des années 70 était très différente de l'actuelle. Les stars maintenaient une certaine distance mythique avec leur public, cultivant le mystère plutôt que la proximité. Cette dynamique favorisait des artistes comme Freddie, capables de projeter un charisme écrasant sans révéler leur vulnérabilité personnelle. Les médias de l'époque fonctionnaient aussi différemment. Les interviews étaient des événements plus contrôlés, les photographies plus soigneusement orchestrées, et la vie privée des artistes demeurait genuinement privée. Freddie exploita ces conditions pour construire une image publique qui protégeait jalousement sa vraie personnalité. La révolution sexuelle des années 60 avait libéré certains tabous, mais en avait créé de nouveaux. La pression de projeter une sexualité libre et désinhibée entrait en conflit avec des réalités personnelles plus complexes. Freddie vivait intensément cette contradiction. Son personnage public célébrait la liberté sexuelle, tandis que sa vie privée était marquée par de profondes insécurités concernant l'intimité et l'acceptation. Le succès météorique de Queen transforma 4 musiciens de classe moyenne en icônes mondiales pratiquement du jour au lendemain. Cette ascension vertigineuse aurait été traumatisante pour n'importe qui, mais pour Freddie, qui luttait déjà avec des questions d'identité fondamentale, elle représenta à la fois une libération et une prison dorée dont il ne pourrait jamais s'échapper. Les années de gloire de Queen, approximativement de 1975 à 1986, coïncidèrent avec la période la plus productive et la plus autodestructrice de la vie de Freddie Mercury. Durant cette décennie, le groupe atteignit des sommets artistiques et commerciaux que peu de groupes ont égalés. Mais le prix personnel que Freddie paya pour maintenir cette excellence le mena inexorablement vers une spirale d'autodestruction qui culminerait avec sa mort prématurée. Le triomphique absolu arriva avec la chanson qui redéfinit les règles de la musique populaire commerciale. Cette composition de 6 minutes, qui combinait opéra, rock progressif et ballade, aurait dû être un échec commercial, selon tous les experts de l'industrie. Pourtant, elle devint l'hymne définitif d'une génération, démontrant que le public était affamé d'innovation et que Freddie avait réussi à s'accorder parfaitement avec l'esprit de son époque. Le succès massif apporta avec lui des pressions que Freddie n'avait pas anticipées. Chaque nouvelle chanson était comparée au chef-d'œuvre précédent. Chaque concert devait surpasser la performance antérieure. Chaque interview était une opportunité pour les journalistes de tenter de percer le masque qu'il avait si soigneusement construit. La perfection était devenue une attente constante qui l'épuisait physiquement et émotionnellement. Ses relations personnelles se compliquèrent proportionnellement à sa célébrité. Mary Austin, son premier grand amour, devint la seule personne qui connaissait vraiment le Pharoah qui existait derrière Freddie. Mais même cette relation, la plus authentique de sa vie, fut affectée par les contradictions entre ses besoins émotionnels et ses pulsions sexuelles. La célèbre phrase qu'il lui dédia, l'appelant sa seule épouse, révéla autant sa capacité d'amour que son incapacité à le vivre pleinement. L'exploration de sa sexualité, durant ces années, coïncida avec une époque de libération gay dans les grandes villes occidentales, mais aussi avec le début d'une épidémie qui demeurait encore sans nom. Freddie se plongea dans la vie nocturne de New York, Munich et Londres, cherchant des expériences qui lui permettraient d'exprimer des aspects de sa personnalité qu'il devait dissimuler publiquement. Ses excès devinrent légendaires. Fêtes qui duraient des jours entiers, dépenses extravagantes en objets d'art japonais, relations fugaces avec des hommes qui l'appréciaient plus pour sa célébrité que pour sa personne. Ses comportements, apparemment hédonistes, révélaient en réalité une quête désespérée d'authenticité dans un monde où il se sentait obligé d'interpréter constamment un personnage. L'isolement émotionnel s'intensifia paradoxalement avec le succès. Plus il était adoré par les foules, plus il se sentait seul dans sa vie privée. Les concerts devinrent son seul espace de communion véritable avec d'autres êtres humains, moment épique où il pouvait exprimer des émotions réelles à travers la musique, sans révéler ses vulnérabilités personnelles. Sa relation avec Jim Hutton, qui commença dans les années 80, lui procura finalement la stabilité émotionnelle qu'il avait cherchée pendant des décennies. Hutton était l'un des rares hommes qui avait connu Freddie avant de tomber amoureux de lui, ce qui permit une connexion plus authentique. Cependant, même cette relation devait être maintenue dans un secret public absolu, ajoutant une autre couche de tension à son existence déjà complexe. La pression de maintenir l'image publique tout en naviguant sa vie privée s'intensifia quand commencèrent à circuler des rumeurs sur son orientation sexuelle. La presse à scandale britannique était devenue de plus en plus agressive dans sa recherche de scandales de célébrité, et Freddie devint l'une de ses cibles prioritaires. Ses derniers albums avec Queen reflétaient cette tension croissante entre personnes publiques et privées. Les chansons devinrent plus introspectives,
les paroles plus cryptiques, comme s'il tentait de communiquer des vérités personnelles à travers des métaphores que seuls les initiés pourraient se déchiffrer. La décision de se lancer dans une carrière solo en 1985 fut autant une nécessité artistique qu'un mécanisme d'évasion. Ses projets individuels lui permettaient d'explorer des facettes musicales que Queen ne pouvait accommoder, mais représentaient aussi une tentative de séparer l'artiste du personnage, de trouver des espaces où Farrokh pourrait exister sans les attentes qui pesaient sur Freddie Mercury. L'échec commercial relatif de ses expérimentations solo le ramena vers Queen, mais lui démontra aussi qu'il était resté prisonnier du personnage qu'il avait créé. Le public le voulait comme frontman épique, non comme artiste introspectif. Et cette réalisation le plongea dans une mélancolie qui deviendrait évidente dans ses dernières compositions. Durant cette période, les premiers symptômes de la maladie qui le tuerait commencèrent à se manifester, bien qu'initialement ils furent attribués à l'épuisement d'années de tournées intensives et d'excès divers. Le déni devint son principal mécanisme de survie. S'il ne reconnaissait pas publiquement la réalité de sa condition, peut-être pourrait-il maintenir intacte l'illusion d'invulnérabilité qu'il avait construite. La décennie des années 80 se termina avec Freddie plus couronné de succès que jamais professionnellement, mais aussi plus isolé et terrifié qu'à aucun moment antérieur de sa vie. Le fantôme d'une maladie terminale planait sur lui, tandis que la pression de maintenir son image publique s'intensifiait proportionnellement à sa fragilité physique. Les années finales de Freddie Mercury, de 1987 à 1991, furent un exercice magistral dans l'art de la dissimulation. Tandis que son corps se détériorait victime du sida, il réussit à maintenir une image publique de vitalité qui trompa le monde entier jusqu'à quelques heures avant sa mort. Le diagnostic était arrivé en 1987, à une époque où le sida était synonyme de mort certaine et de stigmate social dévastateur. Pour un homme qui avait construit toute son identité publique sur la base de l'invulnérabilité physique et du magnétisme sexuel, cette révélation représentait non seulement une sentence de mort, mais la destruction complète de tout ce qu'il avait créé. La décision de maintenir secrète sa condition ne fut pas seulement personnelle, elle fut stratégique. Freddie comprenait que révéler sa maladie aurait instantanément transformé son héritage artistique en tragédie sociale, convertissant chaque chanson en présage morbide et chaque performance en spectacle de compassion. Il préféra mourir comme un mythe intact plutôt que vivre comme un symbole de victimisation. Les méthodes qu'il employa pour dissimuler sa détérioration furent sophistiquées et déchirantes. Le maquillage professionnel camouflait la perte de poids. Des vêtements soigneusement sélectionnés dissimulèrent sa fragilité croissante. Et les rares apparitions publiques étaient méticuleusement chorégraphiées pour projeter la vigueur là où ne demeurait que la détermination. Son dernier album avec Queen devint un chef-d'œuvre de double sens. Chaque chanson fonctionnait simultanément comme divertissement populaire et comme testament personnel, permettant à Freddie de communiquer ses adieux sans le révéler explicitement. Les paroles acquéraient de nouvelles couches de signification pour ceux qui connaissaient la vérité, tout en demeurant accessibles au grand public. Jim Hutton devint son complice principal dans cette charade élaborée, prenant soin de lui avec une discrétion qui frôlait l'héroïsme. Son amour permit à Freddie de maintenir une certaine dignité dans des circonstances qui auraient humilié des personnalités moins fortes, lui fournissant le soutien émotionnel nécessaire pour continuer à créer jusqu'à la fin. Les sessions d'enregistrement de ces dernières années furent des marathons de créativité désespérés. Freddie savait que le temps s'épuisait et travaillait avec une intensité qui étonnait même ses compagnons de groupe, qui ne connaissaient pas encore la vérité complète de sa situation. Chaque jour en studio était potentiellement le dernier, chaque vocal un possible chant du cygne. Sa dernière apparition publique, dans le clip musical qui deviendrait son épitaphe visuel, montra un homme qui avait perdu la moitié de son poids corporel, mais qui conservait intacte la flamme intérieure qui l'avait rendu légendaire. La transformation physique était évidente, pour ceux qui savaient à quoi chercher, mais sa présence scénique demeurait magnétique. Les rumeurs commencèrent à circuler intensément en 1990, quand son absence aux événements publics devint notable. La presse spéculait ouvertement sur sa santé, mais Freddie et son cercle intime maintinrent un silence qui défiait toute curiosité médiatique. Cette résistance finale devint sa dernière performance, son acte le plus défiant de contrôle sur sa propre narration. Le 22 novembre 1991, il céda finalement aux pressions et publia un communiqué confirmant ce que beaucoup soupçonnèrent déjà. La déclaration fut un modèle de dignité et de contrôle. Elle reconnaissait la réalité sans se victimiser, expliquait son silence sans se justifier et demandait la vie privée sans s'apitoyer sur son sort. 24 heures plus tard, Freddie Mercury était mort. Ce timing ne fut pas une coïncidence. Ce fut sa dernière démonstration de contrôle absolu sur sa propre histoire. Il mourut selon ses propres termes, dans son propre lit, entouré de ceux qui l'aimaient vraiment,
ayant révélé la vérité seulement quand elle ne pouvait plus nuire au mythe qu'il avait construit. Sa mort fut simultanément un choc et une confirmation pour le monde. Le choc venait de la perte soudaine d'une voix irremplaçable, la confirmation du fait que les spéculations avaient été correctes. Mais même dans la mort, Freddie réussit à maintenir un certain mystère. Le public sut ce qu'il avait tué, mais ne connut jamais vraiment qui il avait été de son vivant. Les funérailles privées furent aussi soigneusement orchestrées que ses concerts. Seulement 20 personnes y assistèrent, et l'emplacement de ses cendres demeure secret jusqu'à aujourd'hui. Même dans la mort, Freddie Mercury protégeait la frontière entre le mythe public et l'homme privé, s'assurant que le mystère survive même à son créateur. Freddie Mercury représente, dans notre analyse, l'un des paradoxes les plus fascinants et tragiques de la culture de la célébrité du XXe siècle. Un artiste qui atteignit l'authenticité émotionnelle, la plus profonde précisément, à travers la construction d'une personnalité complètement artificielle. Son génie résidait dans le fait d'avoir compris intuitivement que le public ne cherche pas vraiment à connaître ses idoles, mais à projeter sur elles ses propres fantasmes et aspirations. Freddie devint consciemment un écran blanc, sur lequel des millions de personnes purent écrire leurs propres rêves de grandeur, de liberté et de transcendance. Nous considérons que son secret sur le sida ne fut pas de la lâcheté, mais un acte final de générosité envers son public. En maintenant intact le mythe jusqu'à la fin, il permit à sa musique de conserver son pouvoir transformateur sans être contaminé par la tragédie sociale que représentait l'épidémie à cette époque. Sa relation avec l'authenticité était complexe mais pas malhonnête. Freddie comprenait que l'authenticité absolue dans l'art résulte souvent en produits médiocres, tandis que la construction soignée d'une personnalité scénique peut générer des connexions émotionnelles plus profondes que la simple honnêteté biographique. Le masque qu'il construisit n'était pas un mécanisme d'évasion, mais un outil d'amplification émotionnelle. À travers Freddie Mercury, Farrokh Bulsara put exprimer des aspects de sa personnalité que la réalité sociale de son époque lui aurait empêché de montrer directement. Son héritage transcende sa musique, parce qu'il incarne un type d'héroïsme particulièrement moderne, le courage de créer une version idéalisée de soi-même et de la maintenir contre toutes les pressions d'une culture qui exige confession constante et vulnérabilité publique. Le prix qu'il paya pour cette stratégie fut énorme, une solitude presque totale, l'incapacité de former des relations authentiques en dehors d'un cercle très réduit, et la pression constante de maintenir une performance qui était devenue son identité première. Cependant, nous croyons que Freddie fit ce sacrifice consciemment, comprenant que certains artistes sont destinés à servir de vaisseau pour quelque chose de plus grand que leur propre vie personnelle. Sa fonction culturelle transcendait son bonheur individuel. Sa mort marqua la fin d'une ère où les artistes pouvaient maintenir un véritable mystère. La culture numérique, contemporaine, rend impossible le type de contrôle narratif que Freddie exerçait, transformant toutes les célébrités en marchandises d'informations constamment consommées. En ce sens, Freddie Mercury fut le dernier grand créateur de mythes de la musique populaire, un artiste qui réussit à maintenir la distance nécessaire entre créateur et création pour que la magie artistique puisse opérer sans interférence. Son influence sur les générations postérieures d'interprètes est incommensurable, mais peu ont réussi à répliquer son équilibre unique entre accessibilité et mystère, entre authenticité émotionnelle et discrétion biographique. Finalement, nous considérons que Freddie Mercury nous enseigne que le plus grand art émerge souvent de la tension entre qui nous sommes et qui nous aspirons à être, entre nos limitations et nos rêves de transcendance. Quand les lumières du dernier concert s'éteignent et que l'écho de la dernière note se dissipe dans le silence, que reste-t-il de Freddie Mercury? Il reste quelque chose de plus puissant que la mémoire. Il reste la démonstration éternelle qu'un être humain peut transcender ses propres limitations à travers l'art, transformant la douleur personnelle en joie collective. Dans les stades vides où il régna jadis comme empereur incontesté du rock, sa présence fantomatique continue de vibrer dans chaque siège qui fut témoin de ses performances épiques. Peu importe combien d'années passent, chaque fois que quelqu'un écoute ses chansons, Freddie revient à la vie, non comme l'homme vulnérable qu'il fut, mais comme le dieu du rock qu'il choisit d'être. Ces chansons continuent de fonctionner comme hymnes générationnels, parce qu'elles capturèrent quelque chose d'éternel sur l'expérience humaine, le désir d'être plus grand que nos circonstances, plus puissant que nos peurs, plus durable que notre mortalité. Freddie nous enseigna que l'art peut rendre réel l'impossible, au moins pendant les minutes que dure une chanson. Les jeunes artistes qui étudient aujourd'hui ses performances trouvent en lui un modèle d'engagement total envers l'art, mais aussi un avertissement sur les coûts de la perfection. Son héritage est simultanément inspirant et cautionnaire. Il montre autant les sommets qu'on peut atteindre que le prix qu'il faut payer. Avons-nous vraiment connu Freddie Mercury? Peut-être la question est-elle sans importance. Ce que nous avons connu fut son don le plus précieux, la capacité de nous faire sentir que nous aussi pouvions être extraordinaires, que nos voix aussi pouvaient déplacer des montagnes,
que nos rêves aussi méritaient une audience planétaire. Dans un monde qui souvent réduit ses héros à des biographies sensationnelles et des secrets révélés, Freddie Mercury demeure fondamentalement mystérieux. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire. Avoir réussi à faire que son art survive à sa personne, que sa musique transcende sa biographie. Sa tombe secrète n'est pas une perte, mais un don final. Elle nous oblige à le chercher, là où il vit vraiment, dans les chansons qui continuent d'émouvoir, dans les stades qui vibrent encore de ses mélodies, dans les cœurs qui battent encore au rythme de son héritage. Freddie Mercury mourut, mais son mythe demeure. Et peut-être était-ce toujours le plan, sacrifier l'homme pour faire naître la légende, s'assurant que tant qu'existera la musique, existe aussi la possibilité de transcendance qu'il incarna si parfaitement. Dans le silence final, quand toutes les questions ont été posées et toutes les théories épuisées, ne demeure que la musique, pure, puissante, éternelle. Et dans cette musique vit non pas Farrokh Bulsara, l'homme vulnérable, mais Freddie Mercury, le mythe indestructible qui nous enseigna que parfois, pour toucher l'infini, nous devons être prêts à disparaître dans notre propre création.